Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Oscar Freisinger dans un nouveau studio. On a abandonné le canapé de l'Index pour cette première. Nous sommes le 7 novembre, je souhaite un très bon anniversaire à ma fille Jade. Et donc je reçois dans ce nouveau lieu chez Perle Prod à Comté. J'espère que nous aurons l'occasion d'en faire plusieurs avec différentes personnes. Et aujourd'hui c'est Oscar Freisinger. La première question que j'ai envie de lui poser, parce qu'il faut un peu quand même le surprendre, il n'y a pas de logique, c'est un peu un chaos cette discussion. Ce que j'ai envie de te demander, Oscar, c'est de t'exprimer sur le soutien que je crois être primordial dans ta vie, dans ton parcours, etc., de ton épouse. Quelle a été son importance dans ce que tu as vécu et à travers quoi tu as passé? On aura l'occasion de parcourir cela. J'ai eu la chance d'avoir le coup de foudre pour une belle âme. Je lui dis toujours, tu es une belle âme. Ça veut déjà tout dire. C'est pas quelque chose qui a été déterminé par je veux dire une sorte de passion, disons érotique ou un truc comme ça. À prime abord, j'ai passé à côté et j'ai senti quelque chose de plus. J'ai dit, avec cette femme, je pourrais faire ma vie. C'est, bien sûr, on a eu des enfants, donc ils sont pas nés dans les tournesols. Mais quand même, le fait de se dire, voilà la personne avec laquelle je voudrais vieillir un jour, etc. Et on est, après 36 ans, toujours ensemble. Et c'est une belle aventure. Et elle a correspondu vraiment à cet instant magique où elle a frappé mon regard et mon cœur. Toute notre vie s'est déroulée comme ce petit instant, cette fraction de seconde me l'a annoncé. Quoi, c'est ça qui est assez fou dans l'esprit humain, dans le cerveau humain, je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'arborescence invisible autour de nous qui nous offre les fruits. Après, on les prend ou on les prend pas. Et là, ce jour-là, j'ai cueilli ce fruit. Donc t'as dit oui à cette rencontre immédiate, ouais, qui d'évidence est devenue une partie de ta vie. C'est bête. Moi j'étais 3 fois dans ma vie dans une disco. J'aime pas ces endroits-là parce qu'on peut pas parler. C'est comme ça, le bordel. J'aime pas tellement. Ce jour-là, moi je l'aurais épousé sur place, mais il y a jamais de curé dans les discos. Alors évidemment, ça n'a pas pu jouer. Tu as utilisé dans ta réponse un signifiant, c'est le nez. Donc c'est l'occasion de parler du nez dans le soleil. J'aimerais donc d'abord, à titre personnel, je recommande à tout à chacun, même s'il est écrit par Oscar Freisinger, de lire ce livre, parce que franchement, moi je le considère comme une petite merveille. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de faire le pitch de ce livre, c'est de dire ce qui a déclenché l'écriture. C'est toute ma vie. Donc je suis né entouré de vignes, donc avec mes 2 grands-pères qui étaient vignerons. Le grand-père par alliance qui était ensuite Pépé Dubuis et le premier Oscar Geiger, un frère d'Hermann Geiger, le pilote des glaciers. Et vu que papa était très occupé pendant la semaine, tout ça, j'étais beaucoup avec mon grand-père. Donc je jouais entre les ceps de vignes. Et plus tard, j'allais arroser les vignes avec lui. J'ai eu une relation vraiment privilégiée avec ce grand-père. Et j'ai écrit ce bouquin en courant. En fait, je faisais 2 fois, 3 fois par semaine un jogging sur le bis de Lintine. Et chaque fois que je courais, il y a un bout du texte qui me venait, de manière comme ça informelle. Et un jour, c'était mûr. Et quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Et là, j'ai écrit en 10 jours. J'écris 3 heures par jour. J'ai eu 30 heures d'écriture. Je crois que ça, c'est à peu près la 6e édition. Oui. C'est une édition assez particulière parce qu'en réalité, dans ce livre, si je le retourne, j'ai l'oreille aveugle. C'est un rapide pitch c'est une histoire touchante. Bon, ce gars existe, hein, il a 44 ans maintenant et il s'appelle Pierre-Yves Lhuillet. Il y a un sujet d'ailleurs sur la TSR, sur les émissions Signes, la TSR vous t'appelez Le Voyage aveugle. C'est une demi-heure, c'est très très bien fait. C'est vraiment un très beau sujet sur ce personnage qui est né sourd-muet. Donc c'est un Saviezan, et qui a un peu plus de 20 ans, 25 ans, on lui a dit qu'il allait devenir complètement aveugle. Et en plus, il a Asperger, donc une sorte d'autisme, et des problèmes d'équilibre. Au moment où on lui annonce qu'il va
immanquablement, inévitablement perdre la vue, il commence à voyager. Et depuis, il a fait 2,4 millions kilomètres. Il est allé, ce qui est étonnant, 12 fois à Svalbard, ce qui est en fait les Spitzberg, c'est dans l'océan Arctique, où il y a plus d'ours polaires que d'êtres humains. Puis je me suis toujours, en écrivant le livre, posé la question pourquoi il est allé là. Quand on lit le profil de l'ours polaire, on comprend qu'entre autistes, ils peuvent se comprendre. À lui et les ours polaires. Et alors, il a voyagé énormément, tout seul dans cet état-là. Il organise tout, il fait tout seul. Mais c'est écrit à la première personne. Donc j'ai dû envoyer pas mal de questions, il a pu avec sa référente y répondre. Bon, c'était des fois des réponses un peu difficiles à comprendre parce qu'il a un langage évidemment très... Il y a manque des conjonctions. Donc j'ai souvent dû téléphoner à sa maman pour dire mais il veut dire quoi quand il me dit ça. Mais finalement, ce livre est apparu et les gens sont très très touchés. Alors les échos que j'ai sont extraordinaires. Alors, j'ai des retours, c'est très touchant parce que vu que c'est à la première personne, les gens ils vivent avec lui. Le fait que chaque escalier soit un Everest. Donc pour lui, tout est problématique, ce qui ne l'est pas pour la plupart des êtres humains. Alors écrire un voyage, parce que c'est en fait un récit de voyage. Alors Sylvain Tesson, Nicolas Bouvier, bon bah évidemment, ils voient des choses, ils vivent des choses, tout ça. Lui, il voit pas grand-chose, il n'entend rien. Donc faire un récit de voyage avec quelqu'un qui est dans une sorte de bulle. D'ailleurs, vous avez l'aquarium avec le poisson qui a un tuba. Il y a le rail qui symbolise le voyage, il y a un tunnel, une lumière au bout du tunnel, la lumière va disparaître. Et puis lui, il est dans son bocal avec en plus le tuba sur le poisson rouge. C'est un peu lui, ça, quoi. C'est comme ça qu'il voyage. Alors dans l'actualité livresque, il y a également Animalia sur ce grand ami Klaus Schwab. N'ayez pas peur. Ce grand ami Klaus Schwab, c'est le reset mondial. De quoi il s'agit rapidement en quelques mots, ce qui m'a inspiré cette dystopie, je l'appelle cacatopie, c'est la phrase de Joseph Borrell, qui est un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Enfin, c'est informel parce que c'est pas vraiment institutionnel tout ça, mais enfin bref, il l'est. Et qui a dit l'Occident est un jardin, le reste du monde est une jungle. Alors je me suis dit alors essayons de faire ça, l'exercice. On va transformer la jungle en jardin. Et pour ce faire, on va prendre le Great Reset. Quand il y a eu le Covid, Klaus Schwab avait publié Covid-19, The Great Reset. Donc pour lui, le Covid c'était une chance, c'est-à-dire de transformer complètement la société. Alors c'est une sorte de Aldous Huxley 2.0 ce qu'il propose Klaus Schwab. Et donc je m'y suis mis avec des animaux, c'est une fable. C'est le bordel intégral. Alors je peux vous dire, ça ne donne pas un jardin, ça donne une nature morte. Et puis le dernier, on est en pleine révolution d'octobre, révolution russe, Cendre rouge, paru également aux éditions. Ça j'ai publié chez un éditeur suisse allemand parce qu'à ce moment-là, bon, il y avait Apopsix en France, mais il a fait faillite depuis. Celui-là, il est écrit à l'origine en langue allemande ou en langue française? Celui-là, il était d'abord en langue. Non, d'abord c'était une nouvelle en français, après un roman en allemand, puis après je l'ai réécrit en français. Oui. Et on traverse. Alors là, c'est si vous voulez une épopée autour d'une partie d'échecs. En fait, la colonne vertébrale du roman. Il y a un interrogateur de la Tchéka, c'est avant le KGB, là c'était la Tchéka, avant le NSB, etc., qui pervertit les règles du jeu d'échecs pour l'utiliser comme moyen de torture. Au contraire de la nouvelle aux échecs de Zweig, où les jeux d'échecs sauvent le prisonnier, ici il va pervertir les règles, il va utiliser ça pour torturer les gens, psychologiquement, et pour les amener à avouer ce qu'ils ne devraient pas avouer. Et il y a un inconnu qui lui propose une partie d'échecs et il va faire un coup, il va vouloir savoir qui est cet inconnu qui joue très très bien et il va s'approcher à chaque coup qu'il joue d'Irkoutsk, il est à l'est d'Irkoutsk quelque part. Et on a 5 lignes narratives, donc ça nous fait aussi une peinture assez saisissante de ce qu'était l'Union soviétique, ce terrible système de concentrateur que c'était le goulag, etc. Concentrationnaire qui était le goulag. Et puis les 5 lignes narratives aboutissent au même point que le voyage et la partie d'échecs, c'est échec et mat. Et personne n'a deviné la fin. Aucun lecteur n'a deviné. On va pas la spoiler. Donc là, on a parlé Oskar Freisinger, auteur. Alors, Oskar Freisinger, personne, c'est quoi les 3 livres qu'il
qu'il voudrait donner à la lecture et qui t'ont marqué ou tu penses mériter notre temps, puisque il y a tellement de livres finalement, lesquels tu conseilles. Tu as été professeur, etc. Et tu dirais à un jeune quel livre il faut avoir lu de toute ta bibliothèque, j'ai envie de dire. Bon, le bouquin, pour moi, le plus grand roman qui ait jamais été écrit, et puis cette personne a été très méconnue durant sa vie, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil, c'est 1800 pages, c'est monumental, mais c'est à mon avis, il est meilleur que Goethe. Donc c'est ce qui a été produit de plus génial en langue allemande, L'homme sans qualité, 1800 pages, un monument, il l'a pas fini, donc le bouquin il est disponible en livre de poche, pour ceux qui l'intéressent, c'est un classique fantastique, enfin, je le conseille avec Oscar. Et avec cet humour, cette manière, c'est en fait la description de la décadence de l'Empire austro-hongrois avant 1918, avant la guerre, c'est plutôt avant la guerre. Et c'est une décadence joyeuse. Et puis là, ce style détaché avec un peu cet humour viennois comme ça, c'est extraordinaire à lire, c'est merveilleux. Le deuxième, je dirais, pour moi, c'est Guerre et paix de Tolstoï. Il y a tout là-dedans, il y a tout. Et d'ailleurs, plus Tolstoï que Dostoïevski. Oui. Tolstoï il n'y a pas trop de descriptions de guerre et de mouvements de troupes dans Guerre et paix. C'est cette capacité de lire dans l'âme humaine qu'il a aussi dans la mort de Ivan Ilitch, où franchement on meurt avec. Donc c'est vraiment prenant. Tolstoï c'est un maître absolu. Et la guerre et paix, c'est ce que devraient lire les conseillers des présidents américains. Ils auraient dû lire avant d'aller emmerder les Russes. Kutuzov, c'est Poutine au 19e siècle. Et donc, il faudrait lire cela pour comprendre comment ils fonctionnent. Quelle est leur stratégie? Comment Kutuzov, il a réussi à vaincre les Français? Parce que c'était l'armée la plus formidable de cette époque-là, la Grande Armée. Il a réussi avec des moyens tout à fait inconnus en Occident. Donc, avant d'aller s'attaquer à ce gros morceau, peut-être lire Tolstoï, ça pourrait peut-être aider les grands stratèges de l'Occident qui sont lamentablement plantés, ça c'est clair. Et le troisième? Et puis le troisième, alors c'est un tout petit truc. Mais pour moi, c'est un coup de cœur absolu. C'est un auteur italien qui s'appelle Eri De Luca. Il a écrit un truc qui s'appelle le poids du papillon. Ouais. Alors là, à titre personnel, je dis à ceux qui nous occupent, on peut lire tout Eri De Luca, c'est fantastique. Oui. Mais celui-là. Alors celui-là, c'est lequel? C'est donc le poids du papillon, il peso della farfalla. Donc c'est l'histoire entre un chasseur et puis un vieux mâle, un vieux chamois, et leur duel, si on veut, durant toute une vie. Et on comprend à la dernière phrase pourquoi le bouquin s'appelle Il peso della farfalla. Mais c'est d'une beauté, c'est comme Le vieil homme et la mer, Le petit prince, ces bouquins qui sont petits, La perle de Steinbeck, ces livres qui sont 60, 70, 80 pages, mais qui restent profondément dans notre cœur. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. On a lu ça, on est émerveillé, on sort de là, on est différent. Là, on va parler naturellement un tout petit peu de politique et on va partir de tout en haut pour venir tout en bas en 3 étapes. La première étape, elle est internationale. On est aujourd'hui le 7 novembre. C'est la victoire de Donald Trump. Comment l'occidental, on va dire, l'européen, qui voit ce gars qui est quand même grossier, qui est quand même vulgaire, dont a priori les valeurs, on va dire chrétiennes que tu défends beaucoup, sont quand même décalées par rapport aux paysans du Kansas ou du Missouri, alors qu'il fait les votes intégrales dans le Kansas et le Missouri, dans tout le Midwest, etc., puis naturellement dans toute l'Amérique, et qui finalement fracture d'une certaine façon l'Amérique. Comment, disons d'un point de vue objectif, mais pas, on va dire, droite-gauche, etc. J'écoutais ce matin encore un commentateur qui disait finalement c'est la victoire sanglante de ce que l'on peut appeler le populisme. Quel est ton regard là-dessus? Durant cette campagne, il a de loin été moins vulgaire que le camp adverse, qui traitait tout le monde de nazi, de Staline, d'Hitler, qui voulait lui botter le cul, qui traitait ses fans de garbage, d'ordures. Et comment il a répondu? Il est arrivé avec un camion d'ordures, avec la veste jaune. Après, il allait faire son discours avec la veste jaune en disant on m'a dit que ça me rendait plus mince. Et il a fait de l'humour. Il est resté absolument génial pendant toute cette campagne. Je suis désolé. Alors, c'est clair qu'il a des outrances, il en a eu. Mais vous savez ce qui est fantastique avec Trump, c'est qu'il est lui-même. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est un type qui ose encore dire
sans se tourner le cul 10 fois sur la chaise que la neige est blanche, et qui exprime les choses. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais il est lui-même. Ils avaient mis en face une sorte de première de classe qui, sans téléprompteur, n'arrive pas à aligner 3 arguments cohérents. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde étrange? Indépendamment. Après, on s'étonne qu'il gagne. Oui, bah, indépendamment de ce qu'on appelle les mainstream, la presse dominante et tout ce qu'on veut, mais il y a quand même un facteur objectif. Il y a à peu près 2000 chez lui. Je parle maintenant de lui en tant que président des États-Unis, 2000 fake news qui ont été recensées, etc. C'est-à-dire que à certains moments, dans des meetings ou dans des discussions ou dans des articles de presse ou dans des interviews, il dit, on peut dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe quel moment. Et on a. Mais attendez, vous avez pas encore compris. C'est qu'il est en train de. Il oppose un miroir à ce qu'est devenu le monde médiatique moderne. Excusez-moi, j'étais pas mal à Infrarouge. J'ai pas mal vu ce qu'on avait fait avec les phrases que j'avais énoncées et qu'on modifiait, qu'on transposait dans d'autres contextes, etc. Donc il a capté l'électorat par une connaissance fine de ce qu'est la réception par le citoyen de l'information. Il a absolument compris la stupidité de la communication moderne. Maintenant, moi je juge les gens pas à leurs paroles, mais à leurs actes. An ihren Früchten werden die erkennen dans la Bible. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Lorsqu'il prend dans des ascenseurs des parties intimes des femmes et que les femmes votent pour lui, comment on peut expliquer ça? Mais j'explique parce qu'il défend par exemple les femmes quand il veut pas que ces montagnes de muscles masculines avec un bel outil entre les jambes participent à des compétitions féminines. Où sont les féministes là pour dénoncer le fait? Là, vous avez des femmes qui s'entraînent toute leur vie pour un sport qui sont ensuite privées de leur médaille parce qu'il y a un quelconque soi-disant bonhomme qui se dit femme qui participe. Ça c'est aussi défendre les femmes. Nous ne sommes devins ni toi ni moi ne sommes devins, mais par rapport à l'Europe, on dirait que les 4 prochaines années, est-ce qu'on peut dire qu'on va prendre fessée sur fessée? Alors, maintenant, je vais par la dire grâce très clairement, c'est une chance. C'est une chance que Trump soit élu. Et peut-être, je vais vous surprendre, pas pour les raisons que vous imaginez. C'est qu'enfin, nous allons pouvoir couper la laisse par laquelle Oncle Sam nous retient depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut que l'Europe devienne une entité indépendante. Et Trump, étant donné qu'il veut se revenir sur le Make America Great Again, puis qu'il se désintéressera un peu, par exemple, de la guerre en Ukraine et tout ça, l'Europe va devoir se poser les bonnes questions. Et c'est en train de bouger énormément. Et l'élection de Trump va faire bouger encore plus rapidement les fronts. Il y a des nouvelles forces politiques qui viennent, qui ne veulent plus de cette guerre là-bas en Ukraine. Qui veulent plus de cette diabolisation du russe, alors que l'Union européenne, elle a une chance de survie, ou disons l'Europe, moi je parle toujours de l'Europe, parce que l'Union européenne, elle va disparaître. C'est une simple question de temps. Mais l'Europe a une chance d'avoir un avenir dans ce monde, c'est avec la Russie et pas contre elle. Et je reviens à De Gaulle. De Gaulle qui parlait de cette Europe de l'Oural à l'Atlantique. Mais oui, c'est exactement ça. Ce serait le plus vaste espace économique du monde. Ce serait une prospérité garantie pour les citoyens. Mais il faut juste arrêter de diaboliser les Russes. Pourquoi? Parce que la diabolisation est un problème majeur psychologique. Si je vous diabolise, je ne vais pas dialoguer avec vous. Et il y a pire dans la chose. Si je vous traite de diable, il y a le diable en moi qui va montrer ses cornes. Je me déshumanise moi-même, je vous déshumanise, mais je me déshumanise en le faisant. Alors que si je considère votre humanité d'abord, quelles que soient vos caractéristiques, je vois un être humain, je peux parler avec un être humain, mais pas avec le diable. Et donc il faut arrêter de diaboliser systématiquement ce manichéisme, cette tendance à voir tout le mal d'un côté et tout le bien de l'autre. On dit Zelensky, c'est comme si c'était l'archange Gabriel descendu du ciel. Non mais attendez, c'est un type hyper corrompu, on voit bien ce qu'il vaut. Donc je dis, soyons un peu plus équitables. Je dis pas que Poutine est un saint, mais arrêtons de le diaboliser si on veut causer avec. Et puis il faudra bien qu'un jour on parle avec lui. Donc je prends souvent l'exemple de l'automobiliste. Toi et moi, probablement qu'on a fait des infractions en roulant sur l'autoroute un peu trop vite, à 150 parce que etc. Peut-être qu'on a été amendé, qu'on a payé notre amende, etc. Et il y a un moment donné où si nous roulions à 220 à l'envers avec un enfant devant après avoir sniffé de la coke et bu du champagne et qu'il y a un policier qui est de côté, peut-être qu'on dirait que là, la ligne rouge a été franchie. Est-ce que Poutine l'a pas franchie au moment où il décide l'invasion de l'Ukraine, dans le sens de ma métaphore? Vous avez tout ce qu'il a essayé de faire avant. Il y avait les 2 accords de Minsk où il a été roulé dans la farine parce qu'on n'a pas du tout on les a pas du tout respectés. Personne n'a respecté. 14 000 morts.
dans le Donbass, jusqu'entre 2000, parce que tout ça commence avec le coup du Maïdan, financé par la CIA, 5 milliards. C'était pas une guerre intérieure dans le Donbass. C'était financé, organisé par la CIA, et ils se sont alliés au groupe néo-nazi d'Ukraine, qui ont pris ensuite le pouvoir et qui en prennent en otage et qui ont toujours en otage Zelensky, ça c'est clair. Et donc, il a ensuite, avant d'attaquer, il a essayé de multiplier. Il leur a dit, mais il me suffit juste que vous garantissiez la neutralité de l'Ukraine, que vous placez pas des missiles à 3 minutes de Moscou, que ça soit pas partie de l'OTAN. C'est tout ce qu'il demandait. Il demandait rien d'autre. Et l'Ukraine serait encore intégralement l'Ukraine. Mais dès le moment où en face, on veut cette guerre. Pourquoi? Parce que l'ennemi principal pour les Américains, c'est les Chinois. C'est pas les Russes. Et pour pouvoir s'attaquer aux gros morceaux que sont les Chinois, il fallait d'abord démembrer la Russie, relisez Brzezinski, fileter le pays, transformer en différentes républiques, en mettant des suppôts de Yeltsin, des chantilles alcooliques qu'on peut manipuler comme on veut, et s'accaparer des matières premières de la Russie. C'était ça. Et ensuite, on peut s'attaquer à la Chine. Malheureusement, le plan a lamentablement foiré. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu bien pire qu'une alliance entre les Allemands et les Russes. Pour éviter ça, ils ont obtenu l'alliance entre les Russes et les Chinois. Alors bravo les stratèges. Je crois que Kissinger peut se retourner dans sa tombe. Donc j'ai suivi le plan international, je descends sous la coupole fédérale, et pour faire le lien entre les deux, mon sentiment personnel, mais naturellement je suis pas un spécialiste de la chose, je trouve que le ministère des Affaires étrangères sous Cassis a fait, il s'est complu dans une sorte de silence international depuis quelques années, qui fait que qu'on soit pour une neutralité stricte, pour une neutralité active, pour une neutralité passive ou n'importe quoi, on se dit mais finalement la Suisse, même si on est tout petit avec nos forces et nos faiblesses, comment se fait-il que on n'ait pas dit quelque chose sur ce qui se passe, notamment en Ukraine? Mais on l'a dit par les actes, nous sommes le pays au monde qui a prononcé le plus grand nombre de sanctions contre la Russie. Nous sommes plus neutres, c'est fini. On fait partie du camp de l'OTAN, très très clairement. Le pays au monde peut contrôler, c'est pas du fake news. La Suisse a quand même refusé. Dernièrement, ils ont compris que peut-être les Russes allaient gagner. Alors là, ils ont commencé à changer de ça. Dans la Deuxième Guerre mondiale aussi, ils ont fait les malins, donc soyons clairs. Mais c'est ma foi le destin d'un petit pays entouré par des grands ogres qui se bouffent entre eux. Donc on a intérêt à la jouer fine. Je comprends aussi cette position. Mais là, il n'y avait pas de raison. Est-ce qu'on l'a joué fine, par exemple, sur Gaza-Israël? Je parle que du côté suisse. Non, mais alors là, sur tous sur Gaza, Israël non plus. Là, bon, mais là, les camps sont très très divisés. Vous avez les pro-israéliens qui disent Israël a le droit de se défendre, et puis vous êtes les autres qui disent mais enfin, les Palestiniens ont le droit aussi d'exister dans des frontières qui représentent. Et alors la Suisse là-dedans, elle doit avoir quoi comme... La Suisse doit rester neutre. La Suisse, elle doit offrir les bons offices. C'est plus possible parce que maintenant on n'est plus neutre. C'est fini. On est sur la liste des pays ennemis des Russes. Bon, bravo. La fameuse conférence du Bürgenstock, on invite un camp et puis on dit c'est une conférence de paix, puis on n'invite pas l'autre belligérant. Non mais attendez, ça c'est pas suisse, ça c'est complètement idiot. Non mais je comprends même pas qu'on puisse en arriver à une telle bêtise. Mais enfin bref. Mais la Suisse doit rester neutre. Les bons offices, c'était sa tradition, et là on était très bons. L'humanitaire, c'est-à-dire Henri Dunant, la Croix-Rouge, etc. Et puis ensuite, avoir des relations multilatérales dans le monde. Nous ne sommes pas le bon Dieu, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour essayer d'adoucir un peu la douleur dans le monde et la souffrance. Et en tant que petit pays, mais financièrement quand même assez fort, nous pouvons apporter, au niveau en tout cas de l'humanitaire et puis diplomatique, nous pouvons amener quelque chose. C'était ça notre tradition. C'est pour ça que notre neutralité était respectée par le monde entier. Maintenant, avec Viola Amert qui veut ce rapprochement avec l'OTAN, mais nous allons faire comme les Finlandais. Les Finlandais, jusqu'à il y a peu, ils vivaient en paix, ils étaient tranquilles, ils avaient un tourisme florissant. Maintenant, le tourisme est en train de s'effondrer parce que les Russes ne viennent plus. Ils sont en train de créer un mur. Maintenant, ils ont peur. Alors, ils veulent mettre des missiles de l'OTAN sur leur territoire. Mais le premier pays qui va se ramasser s'il y a une troisième guerre mondiale, c'est la Finlande. Ah, est-ce qu'ils sont cons? Ils étaient neutres.
La neutralité, elle est protégée. La neutralité est une bien meilleure protection qu'une participation à l'un des belligérants. Surtout si on a misé sur le faux cheval. Alors, à Berne, je ne veux pas parler politique, mais juste une anecdote qui vous vient à l'esprit. Disons, hors politique, c'est un événement, un moment ou quelque chose de drôle ou de triste de votre expérience, de ton expérience à Berne comme conseiller national. C'était la non-réélection de Christophe Blocher qui a été une chance pour l'UDC et je savais que au fond, fondamentalement, puisque j'étais dans ce vivier, en fait, il avait compris que continuer à rester au gouvernement, ça n'apporterait rien, et qu'il fallait qu'on épure, en tout cas, l'UDC de tous ces mous du bide, qui ont ensuite créé le PBD, là, et il a réussi à resserrer le parti autour de sa doctrine fondamentale, c'est les droits populaires, la démocratie directe, souveraineté, neutralité, etc., en faisant ce coup-là, mais il fallait qu'il se sacrifie lui-même. J'avais écrit un roman à ce moment-là, Janus, qui s'appelait L'évasion de CB, et je maintiens ma thèse. Il n'a pas voulu être réélu, parce que chaque fois qu'on voulait faire quelque chose pour aller chercher des voix dans les partis adverses, en fait, on était retenu par la direction du parti. Donc, moi, je ne pense pas du tout que ce type a été extrêmement triste. Le même soir, il dansait sur la table, le Kazatchok, dans le bistrot. Je ne crois pas que ça a été plutôt une libération, parce que il s'apercevait qu'il était dans un corset que j'ai ressenti moi aussi au Conseil d'État. C'est un corset, on peut plus pas s'exprimer librement, on est coincé par la soi-disant collégialité, et en fait on n'a plus la liberté de mouvement qu'on a en faisant de la vraie politique. Alors ça dépend, qu'est-ce que vous faites la politique, pourquoi ? Pour avoir les fesses sur un siège et maintenir le plus longtemps les fesses collées sur ce siège, ça provoque quoi ? Ça provoque que votre centre cérébral se déplace de la tête au cul. Et ensuite on voit les résultats que ça donne. Il y a un des points de divergence fondamentale entre la gauche et la droite, c'est sur l'immigration. Ouais. J'ai souvent envie de dire, je compare l'immigration ici nous sommes dans un studio, si tout d'un coup il y avait de l'eau en quantité, on n'arrive pas à arrêter l'eau, on doit un peu pomper, etc. Tu as été ministre, entre guillemets, de la migration, du service cantonal des étrangers. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est pas un vain combat, et que finalement, ça fait rejaillir des espèces du ressentiment intime qui en quelque sorte désharmonise vous avez l'exemple de la Corée du Nord où les frontières sont complètement barricadées, il n'y a rien qui passe, ou bien vous avez l'exemple de ce que viennent de faire Kamala Harris et Joe Biden. Vous ouvrez les vannes, il y a tout le monde qui rentre n'importe comment. Vous avez la criminalité, regardez la Suède, vous avez la criminalité qui explose, etc. Quand on sait que l'Afrique a une moyenne d'âge, comme l'Allemagne, quand elle a dit Merkel, wir schaffen das, ah ben d'accord, ouvre tout. Et puis tu verras ce que ça donne. Moi, pour des raisons économiques, je ne peux pas être contre l'immigration. Je suis un fils d'immigré, donc mon père est tyrolien. Il est entré en Suisse avec un contrat de travail, mais c'était des règles. Il y avait des règles, il y avait des conditions. C'était contrôlé. On savait qui venait, pourquoi il venait. Et puis c'était un enrichissement pour ce peuple, ce pays. Là maintenant, c'est en train de devenir le grand n'importe quoi, parce qu'il faut être wokiste. Il faut être ouvert et tolérant à n'importe quoi. Moi, je suis désolé quand on me dit que la tolérance ou l'ouverture c'est une vertu en soi. Non, il faut me dire, on est ouvert à quoi ? À quoi êtes-vous ouvert ? Parce que en 33, en Allemagne, ils étaient tous ouverts à Adolf Hitler. Moi, cette ouverture-là, je crois pas que c'était très positif. Donc, l'ouverture en soi n'est pas une valeur. Il faut juste savoir ce que j'y mets ensuite. Je suis ouvert à quoi ? Je suis ouvert à l'autre. Je suis ouvert à l'humanité de l'autre. Je suis ouvert à la misère du monde. Ah ouais, c'est bien. Mais par contre, si je suis ouvert à aller taper... Est-ce que globalement, sur les 50 dernières années, la politique migratoire de la Suisse, ça doit être, entre guillemets, un exemple pour l'Europe ? On a à peu près 27% de gens qui sont intégrés. Toi et moi, on a été à l'école avec des Yougoslaves, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, etc. On peut dire qu'il y a une intégration totale. Est-ce que cet exemple-là, il peut servir à quelque chose par rapport à l'Europe ou bien pas ? Bah oui, parce que nous avons nous sommes le pays en Europe, je crois par le Luxembourg, qui a le plus grand taux d'étrangers sur son sol. Et ça se passe beaucoup mieux que en France ou en Allemagne où ils ont entre 8 et 10-12% ils ont beaucoup moins d'immigrés. Et apparemment, l'intégration là se fait moins bien. Moi, je pense que si vous voulez intégrer des gens dans un corps social, il faut que ce corps social d'abord croie en lui-même, qu'il ait des valeurs universelles. Et c'est un peu la Constitution suisse, et surtout le système de la démocratie directe et tout ça, c'est quelque chose qui fait envie à beaucoup de monde. Donc s'ils viennent, la première des conditions, c'est que ce soit
parce qu'il s'identifie à ça. Être suisse, c'est quoi? C'est pas être suisse de sang. Il n'y a pas de suisse de sang. Ça n'existe pas. On est tous venus de quelque part. Ça commençait avec les Walser, déjà. Donc, c'est dire oui à un mode de vivre ensemble, à une manière de vivre ensemble basée sur une constitution qui a une certaine conception de l'être humain. C'est pour cette raison que je me suis battu à un certain moment contre une trop forte islamisation, bien la prise en otage par l'islam politique de l'espace public principalement, parce que je me disais mais ce n'est pas normal. Ils peuvent pratiquer leur religion, mais comme les juifs pratiquent la leur, les je sais pas moi, les sikhs, les bouddhistes, je sais pas, et on n'a pas de problème. C'est pas le fait que ces gens-là croient en Allah, mais ok, c'est tout à fait respectable. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup lu les soufis comme Al-Arabi, Bestami, etc. Donc, il y a là aussi des mystiques d'une grande valeur. C'est pas à rejeter. Par contre, dès le moment où ça devient militant pour prendre le pouvoir et qu'on est dans la logique de l'islam conquérant, ça me gêne parce que ça, c'est pas compatible à notre état de droit, dans le droit des femmes, droit de l'enfance, droit pénal. Vous avez automatiquement l'obligation, si vous êtes musulman, de ne pas appliquer le Coran à la lettre à chaque coin de page. Je descends d'un étage et je vais du côté de la planta du gouvernement, etc. Et alors, on va faire un petit jeu, si tu es d'accord. J'aimerais que tu cites, et moi je vais citer ici, le moment où tu as fait quelque chose que tu considères être très bien pendant cette période, et le moment où tu considères avoir disons un échec vraiment que tu regrettes, etc. Alors, si tu veux, on va commencer par l'échec pour terminer sur quelque chose de positif. C'est quoi l'échec? Tu dirais, si c'était à refaire, je ferais différemment. En tout cas sur ce point-là, même si c'est un petit détail, ça me gêne pas. Non, moi j'ai un échec où j'ai pas réussi à faire changer d'avis le Conseil d'État. Mais bon, j'étais un peu seul, un contre 4. Mais c'était que quand on imaginait le Rhône 3, on imaginait une gaine technique, la fameuse gaine technique du Galilée du Rhône qui est Albert Pitlou, et j'étais convaincu par ça. Il fallait une gaine technique où on mettait tout dedans, l'électricité, l'eau et tout, et qu'on pouvait ensuite utiliser l'eau qu'on turbine, qui est potable, qui est de bonne qualité, pour essayer de la transporter, parce que l'eau, ça va être l'or des décennies à venir, du siècle à venir. Et donc ça, c'est une richesse qu'il faut. Et on aurait pu faire cette gaine technique aussi avec le sens de ma question. Le sens de ma question. Et j'ai pas réussi. Non, mais le sens de la question, c'est une faute en quelque sorte, une faute morale ou politique de cette activité. C'était plutôt dans ce sens-là une faute morale. Non, ou politique, ou tu te dis, mais non d'une pipe, comment j'ai pu, moi, en tant que personne et conseiller d'État, à ce moment-là, prendre cette décision, où j'aurais dû aller dans une autre direction. Je suis désolé, parce que là, en quelque sorte, c'est le contraire. Là, tu te dis, non d'une pipe, c'est quand même quelque chose, ok, j'ai pas réussi à convaincre, mais ne pas réussir à convaincre, je crois pas que c'est une faute. En tout cas, il y a une conviction. C'est plutôt en se disant, mais non d'une pipe, j'ai pris ce positionnement-là et j'aurais pas dû le faire. Moi, j'ai toujours pris, mais vu que j'ai jamais été dans un conseil d'administration, donc j'étais jamais téléguidé par l'argent, ça n'a jamais été mon moteur. Sinon, je serais beaucoup plus riche à l'heure actuelle. Donc, aucune erreur personnelle ou politique d'Oscar Freisinger. Je ne crois pas une seule fois, depuis que j'ai fait de la politique, je ne crois pas avoir une fois vendu mon âme. Ça pas. Alors après, je me suis trompé politiquement, c'est-à-dire quand j'ai monté ensemble à droite à la fin, je me suis planté. Ah ouais, alors mais c'est une erreur politique que j'ai faite en bonne foi. Mais jamais trahir mon âme, c'est la seule chose que je vais amener de l'autre côté un jour quand je pars, parce que la dernière poche, la dernière chemise n'a pas de poche, donc c'est inutile d'amasser de l'argent ici. Par contre, soigner son âme, garder son âme propre, ça vaut la peine dans la dimension la plus. Puisque je suis quand même un mystique, un romantique attardé, mystique vaguement chrétien, si on veut. Donc je pense oui qu'il y a quelque chose de plus vaste qui nous dépasse, qu'il y a une vérité, et que nous retournons vers cette vérité. Alors, comme je disais, un petit jeu, alors moi, je considère que c'est un échec de ta part, une erreur, une faute. C'est le choix, tout au départ de ta législature, d'avoir choisi Jean-Marie Closier comme collaborateur direct. Je pense que ça a été très... mais c'est une faute politique, mais c'est pas, j'ai pas trahi mon... Je veux dire, tu considères quand même que c'est une faute. Oui, mais c'était une erreur. Je me suis planté sur... Moi, je pensais, parce que comme secrétaire général, il valait rien. Le type que tous les matins il t'attend dans le bureau pour dire maître Corbeau, que vous êtes beau, que vous votre ramage et votre plumage.
ça sert à rien. Et c'était ça. Donc le type, en fait, il n'avait pas de regard critique sur ce que je faisais. Après, j'ai pris les rinçards, là, Paul-Henri Moix. Alors lui, il me bottait le cul, carrément, hein. Putain, c'est quoi c'est deux personnalités tout à fait différentes. Ouais, mais j'avais besoin d'un type critique, d'un type, voilà. Alors donc, vu qu'en Valais, on peut pas venir comme aux États-Unis avec son équipe, et puis placer son équipe, des gens de confiance partout, faut faire avec ceux qui sont là. Je l'ai déplacé. Je l'ai pas nommé à l'État, il était déjà là, et puis au même salaire, c'est une fonction qui est payée de la même chose, je l'ai déplacé vers le service d'enseignement, parce que d'abord, dans la procédure de nomination, il a été largement le premier, il a écrasé tout le monde, puis deuxièmement, je me suis dit, et là il connaît, il a été enseignant, ça devrait jouer, mais j'ai sous-estimé les problèmes psychologiques qu'il a, il doit avoir. Le contraire. Je me suis planté. Non, mais le contraire, l'opposé où tu te dis, oh là, j'ai quand même fait quelque chose que je vais emporter avec moi dans la tombe au moment où il serait nuit, où je suis finalement assez fier de ce que j'ai fait. Bon, quand on a fait pour introduire comme lecture obligatoire à l'école primaire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, au lieu de ce bouquin là qui s'appelait Même pas peur, où c'est une mère il y a sa fille qui veut devenir vampire et elle l'encourage à bouffer des légumes pourris. Non, mais attends, un truc de débile. Et j'ai remplacé ça par Le Petit Prince. Alors tous les médias m'ont descendu puisque Freisinger ne peut pas avoir une bonne idée. Vous comprenez, j'ai que 2 neurones, je suis un UDC, donc je ne suis incapable d'aligner 2 phrases cohérentes, d'écrire un livre. Ça peut pas être. Vous comprenez, parce que l'intelligence est à gauche. Bref, ils ont le monopole du cœur, de l'intelligence. Tout est de leur côté. En face, il y a des nazis, il y a des fascistes. Si vous avez le malheur de ne pas être d'accord avec eux, vous êtes directement diabolisés. Mais on l'a vu maintenant avec Trump. J'ai vécu ça, Blocher a vécu ça. Tous les gens qui sont un peu à droite, ils ont ce problème. Je l'ai eu. Alors maintenant, moi j'assume, c'est-à-dire que c'est comme ça. Encore maintenant, je peux vous dire, la radio valaisanne ne passera jamais une de mes chansons. Il y a personne qui a fait des chansons en haut-valaisan comme je l'ai fait maintenant, c'est du style un animateur ou à Brassens. Jamais personne n'a fait ça. Il n'y a pas une qui passe à la radio valaisanne. Heureusement que j'ai une télévision privée d'un gars qui lui s'en rien à foutre du profil politique de celui qui fait les chansons, pourvu que les chansons soient bonnes. Et alors avec lui, je suis en train de monter un truc assez intéressant. Mais la radio jamais elle passera. Elle est subventionnée, mais il y a que et puis c'est marrant parce que c'est toujours des gars qui sont là pour c'est comme ils se greffent sur l'État, ils sucent les moyens de l'État, ils sont toujours subventionnés. Ils sont jamais eux-mêmes capables d'inventer un truc qui sorte de l'ordinaire, etc. C'est juste et ils sont toujours jaloux en fait, le socialisme, c'est la maladie de la jalousie. Moi, on jalouse les gens qui réussissent. Je poursuis mon petit jeu pour la quatrième phase, c'est où je dis, et ça étonne beaucoup de monde, c'est que Oskar Freisinger, il a été ministre du service des étrangers, service cantonal de la migration. C'est quelqu'un de l'UDC, etc. Et en ma qualité d'avocat, j'ai défendu beaucoup d'étrangers, etc. Et je dis ça, mais allègrement, je dis aux socialistes et je le dis à d'autres, la période où j'ai eu, entre guillemets, les résultats les plus convaincants et humainement les plus sensibles, c'est durant cette période-là. Et je sais que ça irrite beaucoup les gens de gauche, mais je le dis là publiquement, et je pense surtout à un cas d'une mère de famille qui avait 4 enfants, c'était vraiment un cas très 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 difficile. Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai été voir nommément un conseiller d'État, en l'occurrence c'était toi, en disant mais regarde ce truc, on peut avoir un autre angle de vue que celui qui devrait conduire inéluctablement à sa pas déportation mais à son expulsion de Suisse pour qu'elle rejoigne le Kosovo. Et finalement elle est restée là, etc. D'ailleurs ça me donne un peu je me dis que si j'ai été avocat dans certains cas, c'est comme celui-là, je me dis que cette femme avec ses enfants, indépendamment des circonstances peut-être juridiques qui conduisait à ça, et que c'est pas spécialement avec des socialistes, Madame Esther Weber qui t'a précédé et Monsieur Mathias Renard qui t'a suivi, c'est pas là où on obtient nécessairement. J'avais le cas, j'ai une anecdote très intéressante, j'avais une Turque qui travaillait à l'hôpital de Sierre, puis elle a postulé pour un poste à la clinique psychiatrique de Préfargier. Et puis elle avait donc travaillé à Sierre, elle avait donc l'autorisation, et l'Office fédéral n'a pas donné son accord pour qu'elle puisse travailler à Préfargier.
Et puis alors, elle était désolée, elle était désespérée parce qu'elle avait dénoncé son appartement parce que elle était la seule candidate. Et puis, elle correspondait parfaitement au profil. J'ai parlé avec le directeur de Préfargé, il dit, mais je comprends pas, il y a Berne qui bloque. Nous, on la prend, mais elle est fantastique. En plus, c'était quelqu'un d'intégré qui avait très bien appris le français. J'ai téléphoné à Berne. Et j'ai eu ce fonctionnaire-là, quelque part, qui avait décidé que ça n'allait pas. Je dis, mais attendez, elle a travaillé à Sierre. Expliquez-moi en 2 secondes comment ça se fait qu'elle puisse travailler pendant 10 ans à Sierre. Elle est parfaitement intégrée, tout ce que vous voulez, puis maintenant, elle veut aller dans une autre clinique où elle est la seule candidate, où on la prend, où elle serait utile à notre pays, et aux gens, et aux malades, et tout ça. Et vous, bureaucrate, vous bloquez ça. Mais c'est quoi ce bordel? Il me dit, comment ça? Mais vous, en tant qu'UDC, qui me parlez comme voilà, ça. C'est ça. J'ai dit, attendez, c'est pas écrit sur le front que je suis un trou de balle, ou bien? Il y a une certaine logique, quand même. L'être humain prime. L'étiquette politique, c'est rien du tout. C'est du vent. Parce que moi, j'ai envie de dire à ces gens qui sont en fonction des chefs de service ou des conseillers d'État, etc., des cantons, j'ai envie de leur dire vraiment en face, mais de temps en temps, allez voir les dossiers vous-même, oui. Parce que finalement, on peut tous se tromper, etc. Ouais. C'est pas que je critique comment ça fonctionne, comment les employés d'État fonctionnent, etc. Mais de temps en temps, quand on a tellement de cas, eh bien, je dis souvent que quand on est au service des migrations, peut-être que si Jésus-Christ débarquait, ben peut-être qu'on verrait pas que c'est Jésus-Christ parce que on a c'est comme un juge d'instruction. Pour finir, il voit que des criminels et quand il a affaire à l'innocence, il est dépourvu de bon sens. Et puis il y a aussi ce problème. Donc j'avais mes réunions avec les chefs de service, mais d'entrée je leur ai dit, mais première chose, vous êtes des chefs de service, c'est-à-dire que vous êtes au service des citoyens. Et j'ai vu des cas où je suis intervenu dans l'opérationnel. Bien sûr que les médias m'ont descendu, mais je suis intervenu dans l'opérationnel parce que j'ai vu que dans le service, il y avait quelqu'un qui bloquait, qui ennuyait un citoyen, mais parce qu'il le détestait, parce qu'il avait un contentieux avec cette personne. Et je suis intervenu à plusieurs reprises. Et je leur dis, vous êtes les premiers serviteurs du peuple, vous êtes au service des gens. Votre arrogance ne vous sied pas du tout. Vous êtes serviteur, point. Et deuxième chose, ne me racontez pas de bobards. Parce que si vous me racontez des bobards, je vais pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je me souviens, quand j'avais posé la question à mes chefs de service de la sécurité, si le cas de Lucie, qui avait été trucidée par un prisonnier à Genève, si le cas de Lucie était possible en Valais, on m'a répondu non. Je suis allé au Grand Conseil, j'ai répondu ce qu'on m'avait préparé. Et après coup, lorsque je suis allé à un pot de départ des gardiens de prison de Pramont et de Crête-Longue, tout à coup, quand je dis, heureusement qu'en Valais, ça c'est pas possible, je vois la tête qu'ils font. Je dis, attendez, ça veut dire quoi ça ils m'ont dit, vous voulez la vérité ou vous voulez les mensonges? J'ai dit non, je veux la vérité. Le cas est possible et ils m'ont expliqué pourquoi le cas était tout à fait possible dans les prisons valaisannes. Je peux vous dire que j'ai convoqué les chefs de service et je leur dis, mais attends, mais ils ont pris une bordée de première. Je dis, mais vous me faites passer pour un con parce que ma réponse, elle était nulle et non avenue. Et 2, comment voulez-vous que moi, je prenne des mesures concrètes pour régler un problème si vous niez le problème, vous me mentez? Le prochain qui me fait ça, je peux vous dire, rupture de confiance, il gicle. Il est plus là. C'est fini. Ah ouais, ils ont plus fait après. Après, j'avais au moins les bonnes informations. Et c'est ça le problème des médias actuels. Ils sont tellement en train de bricoler l'information. C'est plus devenu une sorte de profession de foi que de l'information, que les citoyens n'arrivent plus à se faire une idée concrète de ce qui se passe. Heureusement qu'il y a comme compensation les réseaux sociaux. Mais là, il faut aussi filtrer. Parce qu'il y a de tout. Ou l'index. L'index fait partie de cette blogosphère. Ouais, mais c'est une blogosphère. Toi, t'es un média alternatif. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou toi. D'ailleurs, comme moi, t'es aussi un paria. Soyons clairs, on a à peu près le même destin. Donc, il y a plein de gens, s'ils peuvent te trucider, ils le font, moi aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'entend assez bien, parce qu'on a eu à peu près ce même destin. Mais ce que je trouve bien, c'est que tu as le courage de faire quelque chose. La seule chose, si je peux me permettre, franchement, les 250 fois où t'as tapé sur Maurice Tornet, que moi j'ai vécu 4 ans avec Maurice Tornet, il change pas une virgule, c'est l'homme le plus honnête que la planète ait pu mettre au monde. Donc c'est pas possible. Donc cet acharnement là je t'en ai voulu. Mais c'est la seule chose. Sinon pour le reste, tout va bien. J'ai 2 questions un peu piquantes pour terminer, qui sont pour terminer. La production me montre la montre, donc comme j'ai perdu mon attel dans la voiture, j'ai pas réussi à le récupérer, j'ai pas
mon chrono devant moi, mais ça fait un an. Non, mais la première, c'est tu as été au déclenchement de l'affaire Verbier, de l'affaire Gabriel Luisier, etc. C'était 2016, 2017, etc. Cette période. Et puis aujourd'hui, on est en 2024, on est de nouveau en 2025. Tu as l'expérience du gouvernement, du Conseil d'État, etc. Tu lis quand même un peu la presse. Et puis avant de venir ici, j'ai dit à Gabriel Luisier, je vais rencontrer Oscar. Et puis est-ce que tu me permets de lui poser cette question parce que ça me titille, mais comment franchement on peut dire aujourd'hui à 2025 que cette histoire, son histoire personnelle finalement, je parle même pas de l'affaire des constructions, elle soit pas encore liquidée. Moi personnellement, je trouve que c'est honteux, scandaleux, et j'ai pas de mots assez forts pour dire franchement, j'ai envie de dire naturellement que ils veulent pas me recevoir et ni la commune, ni le Conseil d'État, etc. Mais j'ai envie de dire, mais non d'une pipe, comment cela c'est possible dans un état de droit qu'elle valait avec ton expérience de Conseil d'État? C'est un scandale absolu parce que ce type, c'est un whistleblower qu'on appelle. Donc, il nie ça d'ailleurs. Lui, il dit que c'est un employé d'État qui a fait son travail. C'est ça. En fait, on peut l'appeler comme on veut, mais il a eu énormément de courage. Moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Alors on est très copains, donc on se téléphonait assez sur cette époque-là encore. Mais l'affaire est partie au moment où moi j'étais sur le départ. Donc moi j'ai pas eu grande influence par la suite. J'ai essayé à travers. La question c'est la célérité, c'est 2025, 2016, c'est 9 ans. C'est ça ma. Ah mais mais écoute, moi j'avais une procédure judiciaire contre un type qui avait fait des faux messages sur Internet, des phrases racistes. Ah oui, il les avait fait passer pour mienne. J'ai mis donc c'est parti en 2017, j'ai mis 7 ans. Pour arriver, 6 ans peut-être, 6 ans pour arriver à un jugement. Ils ont tout fait pour que ce soit différent, pour que ce soit prescrit, pour que ceci, pour que cela. Ok. Et puis l'autre question, alors un tout petit peu différente, tu connais bien la politique, tu connais bien le Haut-Valais, etc. Et il y a cette question finalement qui est la suivante. Comment se fait-il qu'un jaune du haut comme Roberto Schmitt quitte après 2 mandats parce que finalement je suis baigné là, en tout cas depuis le 1er mai 2011 avec l'index, etc. Je me dis que ça, c'est une décision qui est vraiment inexplicable. Et il me semble, mais je lis pas assez bien l'allemand, ou en tout cas je veux pas le croire. Il me semble que tu as fait une allusion sur la vraie raison qui semble rejoindre, sans qu'on en ait parlé, celle de l'index. Les années de vache grasse sont un peu passées. L'héritage de Maurice Tornet, qui avait laissé des comptes de l'État vraiment en bon ordre, lui, il avait d'ailleurs même été désigné meilleur argentier de Suisse. Et eux, ils ont commencé à distribuer l'équipe. Alors, après, c'est parce que le gouvernement était passé très à gauche après, en comparaison avec ce qu'il était avant. Et maintenant, les années commencent à venir dures. Il se dit, il vaut mieux partir avant que ça tourne au vinaigre. Et je pense que il y a pas d'autre motivation que ça, parce que si ça se passait vraiment bien, aussi il a perdu Paul-Henri Moix, c'était mon secrétaire général aussi, qui est vraiment, je peux vous dire, il vous facilite la vie à un point, mais c'est absolument incroyable. Et donc, il perd cette personne qui était effectivement un de ses piliers de son département. Il se dit, finalement, il a quoi maintenant, 62 ans, quelque chose comme ça. Finalement, les dernières années que j'ai encore sur cette terre, je vais plutôt les passer à faire autre chose que de me faire chahuter par un parlement en folie, quoi. Et surtout que les temps qui s'annoncent ne seront peut-être pas aussi faciles que ce qu'ils ont été. Alors ma secrétaire qui te connaît bien m'a donné quelques pistes, mais quand on arrive à la fin, il faudra que tu choisisses entre parler de ce qu'est pour toi soit Paris, soit Vienne. Pourquoi Paris ou Vienne, t'es important? Alors là, naturellement, qu'on est aussi dans un problème de langue, et c'est un peu exprès que je te pousse dans des derniers retranchements. Est-ce que tu es l'une des personnes que je connais qui est absolument bilingue, totalement dans les 2 langues? Alors finalement, pour Oscar Freisinger, c'est Paris ou Vienne? Alors là, c'est difficile. Là, ces temps, c'est plutôt Paris, parce que j'y vais souvent en raison de la publication de mes romans. J'aime beaucoup cette ville parce qu'elle est
il y a l'histoire à chaque coin de rue. On rencontre l'histoire. Vienne, c'est un peu plus loin pour moi parce que mon papa était tyrolien, donc j'ai un rapport avec l'Autriche, mais ça se limite plutôt au côté alpin, Tyrol, et il y a quand même une très grande différence entre le Tyrol et Vienne. Donc ça serait plutôt cette photo-là. Et puis sinon Paris parce que oui, tout simplement, il y a une richesse culturelle. Je suis un peu désolé que la direction de cette ville soit systématiquement à gauche et puis est en train quand même de faire des politiques que je trouve incompréhensibles, comme les 50 km/h sur le périphérique. Je comprends pas. C'est un truc qui me dépasse. Et puis il y a plein d'autres choses. Mais par contre, ça a été un phare dans le monde. J'espère que ça le redevienne un jour quand il y aura plus Macron. Parce que l'ombre de Macron, évidemment, fait beaucoup d'ombre au roi Soleil. J'avais pas prévu ça, mais ma dernière question avant de terminer, c'est quand même, tu t'inscris dans le domaine de l'art aussi. Tu fais de la musique. Tu as côtoyé, on va dire aussi des gens à la marge. Tu as défendu des problèmes de souveraineté, etc. Mais franchement, j'aimerais que tu t'exprimes par rapport à moi qui ai adoré ce dont je vais te parler. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, avec des critiques venant de ton bord, on va dire entre guillemets de ton bord. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que tu l'as regardé et quel a été ton... Mais moi, mon seul problème, c'est que ça n'a rien à faire là, c'est tout. C'est les Jeux Olympiques. Ça n'a rien à faire là. C'est quoi leur dire à 1 milliard, 2 milliards d'êtres humains, vous êtes tous des couillons. Mais si on considère que c'est un spectacle en tant que tel, indépendamment des Jeux Olympiques, c'est de la politique. C'est de la politique. C'était une critique même assez claire de certains aspects. Il y a même de la perversion là-dedans qui était très très claire. Ok, on peut le faire dans une salle de théâtre, on peut le faire partout ailleurs, et aucun problème. Ça me gêne pas. La liberté de l'art, c'est clair, mais pas aux Jeux Olympiques. C'est censé réunir les gens. C'est censé être pacifique. C'est censé représenter aussi l'âme d'un pays. Mais c'est pas là, c'est ça l'âme de la France. C'est merde, aussi alors. ça. C'est bien ce que je pensais. Voilà. C'est grave. Alors c'est grave. Docteur, il faudra faire quelque chose parce qu'alors là, franchement, il faudra beaucoup de vaseline dans l'avenir. Nous sommes en total désaccord et nous terminons sur ce désaccord complet. Et je dis MPCM, merci pour ce moment, Oscar Freisinger. Merci à toi de m'avoir invité.